Good Morning Business. Le débat. Et oui, on a assisté hier au déboire boursier de Twitter, jusqu'à moins 12% en séance, moins 6% en clôture. Prise de parole de Thierry Breton dans Politico, cette tribune. Je ne pense pas que Thierry Breton ait beaucoup joué sur... la crainte d'une régulation européenne, américaine. Mais la régulation européenne, on voit à quoi elle ressemble. Thierry Breton, il vous dit, avec notre super Digital Services Act, ce qui s'est passé, les propos haineux n'existeraient plus. Et là, ce qui se passe, c'est différent. C'est le compte de Donald Trump a disparu. Et on se dit qu'effectivement, moi je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Twitter a supprimé le compte de Donald Trump ? Et 70 000 comptes cette nuit, de conspirationnistes. 70 000 comptes affiliés de près ou de loin à Donald Trump, ou proches en tout cas des mouvements un peu d'extrême droite. Et donc, il y a eu beaucoup de débats sur liberté d'expression, la défense des valeurs fondamentales. Hier, je pense que c'est très 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 loin de l'histoire. D'abord, dans l'immédiat, juridiquement aux États-Unis, Twitter ne risque rien. Il y a une section, la section 230 d'un texte qui remonte à 1996, qui était une loi sur la décence de la communication, qui prévoit qu'il y a une muraille de Chine entre ce que les gens écrivent sur les réseaux sociaux et les réseaux eux-mêmes. Et donc, ni Facebook, ni Twitter, aujourd'hui, juridiquement, ne sont responsables des contenus qu'ils publient. Alors, le fait d'intervenir pour supprimer parfois des contenus ou supprimer des comptes, c'est reconnaître une forme de responsabilité sociale, une forme de responsabilité politique. Mais en aucun cas, c'est pour reconnaître une forme de responsabilité juridique. Pourquoi est-ce qu'on supprime le compte de Trump, alors qu'on ne supprime pas le compte du président philippien qui a revendiqué des éliminations de narcotrafiquants, qu'on ne supprime pas le compte du guide de la révolution iranienne qui quand même manifeste son hostilité, ou plutôt sa tentation pour la guerre sainte assez régulièrement, parce que Trump c'est fini. Et que c'est validé, la défaite de Trump a été validée, l'arrivée des démocrates est confirmée, et là en fait c'est une forme d'acte de repentance, une forme de promesse une promesse de bonne conduite, d'allégeance à l'endroit des républicains qui, c'est vrai, ont indiqué qu'ils comptaient s'attaquer des démocrates à la toute-puissance des GAFA. C'est vrai que Joe Biden a l'intention de ressusciter une réforme potentiel de la fameuse section 230 de cette loi dont je vous parlais, qui a pour l'instant été bloquée par le Congrès. Mais ce qui va se passer quand l'administration va être là, c'est qu'elle va d'abord s'occuper de la pandémie, pas du tout du démantèlement des GAFA. Et donc oui, c'est une forme d'allégeance au nouveau pouvoir parce que le vent a changé de direction. Et effectivement, ça représente un coût de se séparer d'un compte, celui de Donald Trump avec 90 millions d'abonnés. Mais c'est un coût qu'il faut assumer aujourd'hui pour préparer l'avenir. C'est un investissement sur l'avenir, à mon avis, tout simplement, beaucoup plus que des grands débats sur la liberté d'expression. Il n'y a pas une liberté, il n'y a pas un droit à Twitter qui est inscrit dans la Constitution. Non, mais quand il y a effectivement des quasi-monopoles, Facebook c'est 2 milliards 2 milliards 3, ouais. 2 milliards 3 d'adhérents, aussi à supprimer les comptes de Donald Trump. Jean-Marc Daniel, selon vous, ça préfigure une régulation ou pas forcément, comme le dit Nicolas? Non, je pense que d'abord la régulation, elle existe déjà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout dire. Il y a des lois dans ce pays. C'est Twitter comme Facebook, ce sont des vecteurs de transmission d'informations. Des lois qui ne sont pas toujours respectées. Donc, qui sont pas toujours respectées. Mais en France, vous avez la loi sur la liberté de la presse. Vous avez pas. Et puis vous avez en face la diffamation. Vous avez. C'est l'objectif des textes européens de Thierry Breton. Faire respecter justement ça. Pour l'instant, c'est pas respecté. Et donc, vous avez déjà effectivement des lois qui existent qui concernent la radio, la presse écrite, et Twitter, ce n'est jamais qu'un vecteur. Ils ne sont pas considérés comme étant justement responsables comme les médias parce qu'ils sont des hébergeurs jusqu'à présent. Des hébergeurs, oui, absolument. C'est la section 230 dont on parlait. Oui, mais donc vous avez une dimension juridique et politique qui existe déjà, et donc effectivement, il suffit de l'adapter à ces nouveaux moyens de transmission. Alors le deuxième élément, c'est la réponse naturelle qui existe dans ces cas-là, c'est si vous n'êtes pas content de la façon dont Twitter se comporte, faites émerger un concurrent. Et donc on est dans une situation qui est une situation sur le plan économique un peu particulière, parce que comme je le répète, on est en rendement croissant, c'est-à-dire qu'en général, quand vous cassez des monopoles, vous avez avec vous le consommateur. Le consommateur, il est d'accord pour qu'on casse le monopole, parce que le fait de casser le monopole réduit le prix, et donc le consommateur est gagnant. Ici, on est dans une situation à rendement croissant, comme disaient les économistes, c'est-à-dire que le consommateur réclame le monopole. Plus vous avez de monopole, plus sur votre message sur Facebook ou sur Twitter est lu. C'est-à-dire les conséquences de votre message. Donc le modèle monopolistique s'auto-entretient. Mais vous êtes en train de dire, Jean-Marc, gros, plus le consommateur plus Netflix est gros, plus son catalogue émerveilleux, plus le consommateur est heureux. Oui, mais Jean-Marc, du coup, vous êtes en train de dire que la régulation économique
traditionnelle ne fonctionne pas. Alors elle ne fonctionne pas immédiatement sur les actions à rendement croissant. Et donc la régulation sera une régulation de type exclusivement politique et juridique. Mais vous l'appelez de vos voeux ? Écoutez, je pense que il faut laisser un certain nombre de réseaux concurrents émerger. C'est-à-dire, je pense que effectivement, il y a des mécanismes. Ça existe sur la radio, ça existe sur les radios libres ont fini par émerger, alors que les gens ont plutôt intérêt là aussi à se retrouver autour d'une radio. Mais c'est intéressant, Jean-Marc, parce que pour la première fois, une des premières fois sur ce plateau, vous nous dites que parfois, effectivement, lorsque la régulation économique ne suffit pas, il faut en appeler aux politiques. Alors, je crois qu'il y a un vrai enjeu maintenant sur le plan politique et d'une façon plus générale sur le plan de la théorie économique, qui est le fait que l'économie est construite, la théorie économique est construite sur des rendements décroissants. Rendements décroissants qui sont les rendements décroissants des outils de production et rendements décroissants des hommes. La production, elle repose sur des hommes qui sont à rendement décroissant. Il y a des gens qui sont compétents, d'autres qui le sont moins. Et une entreprise, quand elle recrute, elle commence par recruter les plus compétents. Et là, on est sur des secteurs qui sont des secteurs très particuliers où ils sont à rendement croissant. Ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que le prix qu'on calcule et que va faire ce système n'est pas le prix traditionnellement calculé par les économistes. Et le deuxième élément, c'est que le consommateur n'est plus dans le même camp. Le consommateur réclame le monopole, alors que le consommateur, dans les rendements décroissants, réclame la concurrence. Et donc, il y a une réponse, voilà, il y a une réponse qui est une réponse plus politique que économique. Allez, c'est l'idée du prochain livre de Jean-Marc Daniel. Et oui, j'appelle mes collègues à davantage réfléchir. Mais tous les monopoles du XXe siècle, pénaliser le consommateur, celui-là, il fait son bonheur. C'est ça. Beau paradoxe. Merci messieurs.